Nous allons débuter notre étude sur les atomes par ce chapitre modèle pour l'atome. La structure de l'atome est en effet impossible à observer directement, d'où la nécessité de construire des modèles. Ce chapitre sera l'occasion de travailler des notions en continuité avec l'enseignement du secondaire, aussi bien du programme de chimie, avec des notions de seconde comme le modèle simple de l'atome, l'élément chimique et la répartition électronique en couches KLM, mais aussi des notions du programme de physique, avec des notions comme les spectres d'émission et d'absorption d'une entité chimique au programme de seconde, ou encore l'interaction matière-rayonnement introduite en première S. Nous débuterons par des considérations sur la constitution de l'atome, puis aborderons la notion de quantification de l'énergie. Ce sont ces deux paragraphes qui seront pour la plupart d'entre vous des rappels du lycée. On présentera ensuite le modèle quantique de l'atome, modèle plus élaboré, compliqué à appréhender que le modèle de l'atome qui vous est familier, mais modèle qui est plus satisfaisant pour interpréter les observations expérimentales. L'idée qu'on se fait de la constitution de l'atome n'a cessé d'évoluer. Nous débuterons par un historique sur les principaux modèles atomiques, avant de rappeler un modèle simple de l'atome, ce qui me permettra de réactiver du vocabulaire fondamental. Comme je vous le disais en introduction, la structure de l'atome est impossible à observer directement, même avec les techniques les plus poussées comme la microscopie à force atomique, d'où la nécessité de modéliser l'atome. L'histoire des sciences attribue au philosophe grec Démocrite la notion d'atome. Ce sont des petits objets indivisibles, étymologiquement atomos insécables, petits objets ayant une infinité de formes, permettant d'expliquer par leur assemblage la diversité des matières qui nous entourent. Voilà le modèle de Démocrite. Mais cette idée est rapidement abandonnée, en particulier parce qu'elle est vertement contestée par le très influent Aristote, pour qui la matière n'est constituée que de feu, d'air, de terre et d'eau. Il faut attendre le 19e siècle et le physicien anglais Dalton, qui reprend l'hypothèse atomique de Démocrite en modélisant les atomes, cette fois par des sphères et des sphères pleines de matière. À partir des idées de Dalton, l'idée de l'atome comme brique de la matière va rester, mais le modèle va évoluer avec les avancées expérimentales. Après la découverte à la fin du 19e siècle de l'électron par le physicien anglais Thomson, ce dernier propose en 1901 un modèle dans lequel l'atome est constitué d'une sphère chargée positivement, parsemée d'électrons, l'ensemble étant électriquement neutre. Rutherford mit ensuite en évidence le noyau de l'atome, et il postula que l'atome était constitué de ce noyau chargé positivement, autour duquel les électrons sont en mouvement. Par suite, protons et neutrons sont découverts, aboutissant au modèle simple présenté au lycée, et que je rappellerai dans les diapositives suivantes. Ensuite, n'a fait qu'affiner le modèle de Rutherford de manière à expliquer certains résultats expérimentaux en lien avec la quantification de l'énergie. Puis, l'essor de la mécanique quantique permet à Schrödinger d'élaborer le modèle quantique de l'atome, radicalement différent de ceux de Rutherford et Bohr, plus élaboré, mais aussi, comme on le verra, beaucoup plus déconcertant. Avant donc de s'intéresser au modèle de Bohr et au modèle quantique de Schrödinger, je vais rappeler le modèle simple de l'atome issu du modèle de Rutherford. Alors ça consiste à visualiser l'atome comme un noyau atomique et puis des électrons. Le noyau atomique, qui est chargé positivement, il est constitué de protons et de neutrons, et puis on a dans un atome des électrons qui évoluent autour du noyau, sans précision sur leur position et leur trajectoire dans le modèle de Rutherford. Ayant en tête, ça c'est Rutherford qui l'a démontré, que l'atome a une structure lacunaire. L'atome c'est un noyau et des électrons certes, mais c'est surtout du vide. Le rayon du noyau, c'est de l'ordre de 10-15 mètres, alors que l'atome a un rayon d'environ 10-10 mètres. C'est-à-dire que les électrons évoluent à une distance du noyau 10 puissance 5, donc 100 000 fois supérieure au rayon de ce noyau. Pour fixer les idées, on peut prendre un exemple. Si le noyau avait la taille d'une balle de ping-pong, ce qui a un rayon d'environ 2 cm, les électrons se trouveraient, eux, à 2 km de cette balle de ping-pong. Et entre les deux, c'est du vide. Alors on peut illustrer cette structure lacunaire avec un autre exemple. Si tous les noyaux des atomes de fer qui constituent la tour Eiffel se touchaient, c'est-à-dire si on n'avait pas de vide à l'intérieur de la matière, ce monument, il ne serait en fait pas plus gros qu'une tête d'épingle, mais la matière serait quand même présente et cette tête d'épingle pèserait environ 9000 tonnes.
Introduire à ce stade deux paramètres fondamentaux dont on se servira allègrement par la suite. On va appeler numéro atomique ou nombre de charge le nombre de protons d'un atome. Il est noté grand Z. On va appeler nombre de masse le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et il est noté grand A. L'atome X va alors être symbolisé par le symbole suivant. X dépendra de l'atome considéré. On note son nombre de masse A en exposant à gauche et son numéro atomique Z en indice à gauche. Intéressons-nous maintenant aux propriétés des particules élémentaires, c'est-à-dire les particules constitutives de la matière les plus petites connues. Alors, en réalité, dans l'état actuel des connaissances, l'électron est bien une particule élémentaire, mais les neutrons et les protons sont en fait constitués de particules plus petites, appelées les quarks, qui sont eux élémentaires. Mais nous garderons ici le vocabulaire de particules élémentaires pour neutrons et protons, même si cette assertion a été depuis invalidée. Alors, commençons par étudier leur charge. L'électron a une charge de moins E, c'est-à-dire moins la charge élémentaire, c'est-à-dire moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le proton a lui une charge opposée, donc une charge de plus E. Le neutron n'est pas chargé, ce qui est à l'origine de son nom. Le fait que la charge de l'électron soit l'opposé de la charge du proton impose à un atome, qui possède Z protons, de posséder également Z électrons, puisque l'atome est une entité électriquement non chargée. On illustre ici pourquoi une des appellations de Z est nombre de charges. La cohésion globale de l'atome s'est assurée par des forces électrostatiques entre les charges opposées des protons et des électrons. Force coulombienne attractive classique entre une charge moins et une charge plus. Pour autant, dans le noyau, les forces électrostatiques sont répulsives et tendent à éloigner les protons les uns des autres. Les charges plus s'éloignent les unes des autres. Les neutrons ont pour rôle de vaincre ces forces répulsives en établissant des forces dites nucléaires qui assurent la cohésion du noyau. Alors éventuellement, on peut rappeler que lorsque ces forces nucléaires, qu'on ne détaillera pas dans ce cours, n'arrivent plus à assurer sa stabilité, le noyau se désintègre et ceci est à l'origine de la radioactivité. C'est souvent le cas pour les atomes qui possèdent beaucoup de protons, comme par exemple l'uranium. Alors, se sont affichées maintenant les masses de l'électron, du proton et du neutron. Ces masses ne sont pas à connaître, mais ce qu'il est intéressant d'observer, c'est que la masse du proton ou du neutron est environ 2000 fois supérieure à celle de l'électron. La conséquence, eh bien, c'est que la masse d'un atome est fortement localisée au niveau du noyau. L'inverse du nombre d'Avogadro. Alors, je vous rappelle que le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'entités considérées dans une mole et qu'il vaut 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. L'inverse du nombre d'Avogadro, donc, est environ égal à la masse du proton ou du neutron. On appelle unité de masse atomique, que l'on note UMA, l'inverse du nombre d'Avogadro, et dans cette unité, le proton et le neutron ont pour masse une unité de masse atomique. Ensuite, la masse de l'atome, qui est la masse atomique, est égale à A, le nombre de masses en unité de masse atomique, en UMA, puisque A, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons dans un atome. On comprend alors l'appellation nombre de masses pour A. La masse d'une mole du même atome, c'est égal à A en unité grammes par mol. Ça vient de la définition du nombre d'Avogadro et du fait que une unité de masse atomique, c'est égal à l'inverse de ce nombre. La notion d'atome s'inscrit dans une notion plus large d'éléments chimiques. Un numéro atomique Z définit un élément chimique et son symbole. X, c'est fonction de l'élément, et on reporte Z en indice à gauche que l'on peut éventuellement omettre. Mais c'est bien Z, donc le nombre de protons, qui caractérise un élément. Alors quelques exemples d'éléments, parmi les éléments les plus courants, en fait les 4 éléments que vous manipulerez le plus. L'élément chimique hydrogène, qui possède un proton, l'élément carbone, qui possède 6 protons, l'azote, 7 protons, et l'oxygène, 8 protons. Tous ces éléments ne sont caractérisés que par leur nombre de protons, 1 pour l'hydrogène, 6 pour le carbone, 7 pour l'azote et 8 pour l'oxygène. À un élément vont être associés différents atomes. On va le rappeler diapositive suivante avec la notion d'isotope. Mais outre les différentes formes atomiques,
on va également associer à un élément différentes formes ioniques. Alors, on parle en toute rigueur d'ions atomiques, mais plus généralement d'ions, même s'il existe des ions formés à partir des molécules qui sont des ions moléculaires. Et très souvent, on ne différencie pas ions atomiques et ions moléculaires, et on parle simplement d'ions. Alors, si on considère un atome donné, qui possède Z protons, puisqu'on parle de forme atomique, il possède également Z électrons. Si cet atome perd un ou des électrons, on forme un cation. Et si l'atome gagne un ou plusieurs électrons, il devient un anion. Et on a les notations qui vous sont bien connues en fonction du nombre d'électrons en défaut ou en excès par rapport à l'atome. On ne gagne pas forcément ou ne perd pas forcément un seul électron. Comme je l'ai dit diapositive précédente, à un élément vont être associées différentes formes, dites formes isotopiques. Les isotopes d'un même élément sont des espèces qui ont le même nombre de protons, même Z. Mais ça c'est redondant avec le fait qu'on parle toujours du même élément pour les isotopes. Donc même Z, mais qui ont par contre un nombre de neutrons différents, donc A différents. Exemple avec d'abord les isotopes du carbone. On les appelle le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14 en fonction du nombre de masses. Pour tous ces isotopes, le nombre de protons est le même. On parle toujours de l'élément carbone. Donc 6 protons, mais par contre, le carbone 12 contient 6 neutrons, le carbone 13, 7 neutrons et le carbone 14, 8 neutrons. Ces 3 atomes sont bien 3 formes isotopiques de l'élément carbone. Autre exemple avec les isotopes de l'hydrogène. Alors je cite cet exemple parce qu'historiquement, on ne désigne pas par la même lettre ces 3 isotopes. Ça n'est pas une bonne idée, ça prête à confusion. On pourrait penser que ça ne se réfère pas au même élément parce qu'on n'a pas la même lettre pour décrire les différents atomes. Mais c'est pas le cas, c'est effectivement ici toujours l'élément hydrogène. Il se trouve que pour cet exemple de l'hydrogène, les formes isotopiques n'ont pas la même lettre, mais ça ne concerne que l'élément hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est l'élément avec un proton. S'il possède 0 neutron, l'appellation hydrogène est conservée, mais l'hydrogène possédant un neutron est appelé deutérium, et noté D, et l'hydrogène possédant 2 neutrons est appelé tritium, et noté T. Dernière chose sur les isotopes, on va définir la masse molaire, en grammes par mol, d'un élément, celle que l'on retrouve dans la classification périodique. Eh bien, la masse molaire, c'est la moyenne pondérée des masses atomiques des différentes formes isotopiques. Exemple du carbone. Le carbone est constitué en fait de 99% de carbone 12 et de 1% de carbone 13. La proportion de carbone 14 étant suffisamment faible pour que sa participation à la masse molaire de l'élément soit négligeable. Alors je vous rappelle ce qu'on avait déjà vu et ce qui est ici dans le tableau. On peut considérer que la masse d'une mole de carbone 12 vaut 12 grammes et que la masse d'une mole de carbone 13 vaut 13 grammes. On se sert des nombres de masse. Et donc, puisque la masse molaire d'un élément, c'est la moyenne pondérée des masses atomiques des différentes formes isotopiques, eh bien, il vient, la formule qui vient de s'afficher, que la masse molaire de l'élément carbone, c'est environ 99% x 12 plus 1% x 13. Et puis, on ne considère pas la participation du carbone 14 à la masse molaire, étant donné que sa proportion isotopique en pourcentage est trop faible. L'application numérique donne, pour le carbone, une masse molaire de 12,01 grammes par mol, qui est la valeur que l'on trouve dans une classification périodique. Autre exemple avec celui du chlore, élément qui possède 17 protons et qui est constitué de 75% de chlore 35 et de 25% de chlore 37. La masse molaire, c'est 75% de 35 plus 25% de 37. Et donc, la masse molaire de l'élément chlore, c'est environ 35,5 grammes par mol. Alors, les pourcentages isotopiques, la fraction des différents isotopes, vous expliquent pourquoi, dans la classification périodique, eh bien, vous allez retrouver des masses molaires qui ne sont pas forcément des masses entières. Donc pour ces rappels sur la structure atomique de la matière, on va s'intéresser maintenant à la quantification de l'énergie, à l'origine de l'affinage du modèle de Rutherford par Bohr, et on développera le modèle de Bohr, qui permet entre autres choses d'expliquer certains résultats expérimentaux pour l'atome d'hydrogène.
Avant d'arriver au modèle de Bohr, on réactivera un certain nombre de choses au programme de physique des classes scientifiques du lycée. Commençons par rappeler le modèle corpusculaire de la lumière dont Einstein est à l'origine. Pour Einstein, un rayonnement monochromatique de fréquence nue, c'est un flux de petites particules, ou corpuscules, appelés photons. Les photons, c'est ce qui permet le transport de l'énergie lumineuse. Et l'énergie lumineuse, c'est en fait l'énergie des photons qui constitue le rayonnement, et pour un rayonnement de fréquence nue, chaque photon possède une énergie égale au produit h nu, où h est la constante de Planck. La fréquence nue, c'est aussi la célérité, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide, sur lambda, longueur d'onde du rayonnement, et donc on a aussi la relation E égale hc sur lambda. Le produit h nu, c'est ce qu'on appelle un quantum d'énergie, ça a été énoncé par Planck, c'est la plus petite quantité d'énergie échangeable, et chaque photon porte ce quantum d'énergie. En seconde, puis en première S, vous ont été introduits les premières notions de quantification des échanges énergétiques. Alors, rappelons en premier lieu qu'on peut, à l'aide d'un système dispersif comme un prisme optique par exemple, séparer les différentes longueurs d'onde ou les différentes fréquences d'un rayonnement et obtenir le spectre de ce rayonnement. Le spectre de la lumière blanche est dit continu, on y retrouve toutes les longueurs d'onde du visible entre le violet et le rouge. À l'inverse, les spectres soit d'émission, soit d'absorption d'espèces chimiques sont des spectres discontinus. On parle alors de spectre de ray. Chaque ray observé correspondant à une valeur de fréquence bien définie. Ces rays sont soit des raies colorées émises par l'entité chimique préalablement excitée, c'est dans le cas d'un spectre d'émission, ou ce sont des raies noires qui correspondent à une absence de couleur due à l'absorption de la lumière blanche par l'entité chimique dans le cas d'un spectre d'absorption. L'interprétation de ces spectres discontinus se comprend facilement. Les fréquences des radiations émises par des atomes préalablement excités ne peuvent prendre que certaines valeurs. Les fréquences de la lumière blanche absorbées par des atomes ne peuvent prendre que certaines valeurs. Alors à chaque fois je parle de fréquence, mais c'est dans le modèle corpusculaire, et énergie et fréquence sont la même grandeur à une constante près, puisque E égale h nu, et donc les énergies émises ou absorbées par des entités chimiques ont donc des valeurs bien définies. Or, dans le modèle interaction matière-rayonnement que vous avez vu au lycée, l'absorption ou l'émission d'une radiation monochromatique de fréquence nue, c'est en fait l'absorption ou l'émission d'un photon d'énergie h nu. En absorption, un électron de l'entité considérée utilise l'énergie du photon absorbé pour atteindre un niveau énergétique plus élevé. L'électron passe dans un état plus excité. Et la différence des énergies d'arrivée et de départ de l'électron correspond exactement à l'énergie du photon. En émission, un électron préalablement excité se désexcite en libérant un photon d'énergie h nu. L'électron passe à un niveau énergétique moins élevé et la différence des énergies de départ et d'arrivée de l'électron correspond exactement à l'énergie du photon libéré. On explique alors les observations expérimentales des spectres d'absorption et d'émission par le fait que les niveaux d'énergie accessibles aux électrons ne peuvent prendre que certaines valeurs bien définies. Et on dit que ces énergies sont quantifiées. C'est ce que ça veut dire, des énergies quantifiées, c'est-à-dire que les valeurs d'énergie accessibles à l'électron sont bien définies, ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Partant de ce constat, Bohr a décrit un nouveau modèle de l'atome pour prendre en compte cette quantification d'énergie. Dans son modèle, l'électron décrit des orbites circulaires de rayons bien définis autour d'un noyau avec une énergie bien définie et à une orbite correspond une énergie. Le modèle de Rutherford ne présageait pas du tout de trajectoire définie pour les électrons évoluaient aléatoirement autour du noyau, et Bohr affine le modèle de Rutherford tout en restant dans la même idée de modélisation de l'atome. Dans le modèle de Bohr, l'électron s'éloigne du noyau en absorbant un photon et se rapproche du noyau en émettant un photon. Je vous rappelle que les états de plus basse énergie sont les états les plus stables. Or, plus un électron est proche du noyau et plus les interactions électrostatiques stabilisantes proton-électron sont fortes et donc plus l'atome est stable.
du modèle de Bohr, c'est d'avoir pu déterminer les différents niveaux d'énergie accessibles à l'unique électron de l'atome d'hydrogène. À partir du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène et donc des valeurs de fréquence et donc d'énergie des radiations émises, aussi bien dans le visible que dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge, Bohr a donné des expressions littérales des énergies et du rayon des orbites accessibles à l'électron. Ces expressions ne dépendent que d'un seul paramètre, noté n. Le rayon vaut A0 fois n carré ou A0 qui vaut 53 picomètres, c'est-à-dire 53 10 puissance moins 12 mètres. A0 c'est le rayon de Bohr. L'énergie vaut moins 13,6 électronvolts sur n au carré, l'électronvolt étant une unité d'énergie qui vaut 1,6 10 puissance moins 19 joules. C'est en fait l'énergie acquise par un électron de charge E égale moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs lorsqu'on le soumet à une tension de 1 volt. Alors, ces expressions que je donne ici pour illustration ne sont pas à connaître, mais il est important de signaler que le paramètre n est un entier non nul qui correspond dans le diagramme énergétique aux différents niveaux accessibles. On retrouvera ce paramètre n dans le modèle quantique de Schrödinger, dans lequel il sera nommé nombre quantique principal. Alors on voit dans les relations de Bohr que plus n est grand, plus le rayon de l'orbite est grand, et plus l'énergie est grande. Attention, toutes les énergies ont ici des valeurs négatives, d'après la formule du modèle de Bohr, donc elles augmentent lorsqu'on s'approche de 0. N étant un entier non nul, le niveau le plus bas, c'est le niveau d'énergie pour lequel n égale 1, et il est appelé état fondamental. C'est le niveau le plus stable. Tous les autres niveaux étant appelés des états excités. Ce sont des états accessibles à l'électron dès lors qu'on lui fournit l'énergie nécessaire pour atteindre ces niveaux. Si l'électron atteint le niveau d'énergie nul, pour n tendant vers plus l'infini, il n'est plus en interaction avec le noyau. Il a en fait quitté l'atome. Ce dernier, l'atome est ionisé et on définit l'énergie d'ionisation comme la différence d'énergie entre l'état d'énergie nul et l'état fondamental. Le modèle de Bohr permet d'expliquer le spectre de l'atome d'hydrogène et de retrouver les valeurs expérimentales des fréquences d'émission ou des énergies de l'élément hydrogène. On va voir dans ce paragraphe grand 3 que ce modèle est rapidement mis en défaut, ce qui a amené Bohr lui-même, puis d'autres scientifiques dans les années 1925, à s'intéresser à une autre approche, s'appuyant sur la mécanique quantique, science alors émergente qui a révolutionné la pensée des physiciens ou des chimistes. On arrivera alors au modèle quantique de l'atome, au modèle de Schrödinger. Plusieurs limites pour le modèle de Bohr. Une première contradiction avec la mécanique classique. En fait, la mécanique classique postule que pour une particule chargée, telle que l'électron, ayant un mouvement circulaire, comme c'est le cas dans le modèle de Bohr, cette particule perd de l'énergie sous forme de rayonnement. Alors le rayonnement, c'est un mode de transfert d'énergie, un des modes de transfert d'énergie, peu importe. Juste donc, la particule perd de l'énergie et cette perte d'énergie devrait conduire l'électron à se rapprocher du noyau et au final à s'écraser sur le noyau. Ce que ne prend pas en compte le modèle de Bohr. Dans le modèle de Bohr, l'électron est censé pouvoir indéfiniment rester sur la même orbite et ça c'est contradictoire avec les principes de la mécanique classique. De plus, si le modèle de Bohr était bien adapté pour expliquer les résultats expérimentaux pour l'hydrogène, ce modèle n'explique pas toutes les raies des spectres d'émission et d'absorption des atomes polyélectroniques, c'est-à-dire des atomes avec plus d'un électron. On expliquait certaines, mais pas toutes. Le modèle de Bohr est devenu, avec l'émergence de la mécanique quantique, incompatible avec un principe fondement de cette science, le principe d'incertitude d'Heisenberg, ce qui obligea les scientifiques à abandonner l'idée de trajectoire pour l'électron. Le principe d'incertitude d'Heisenberg dit que pour une particule de masse très faible, il n'est pas possible de déterminer simultanément et avec précision sa position et sa vitesse. Or, l'idée d'orbite ou de trajectoire comme il y a dans le modèle de Bohr pour l'électron nécessite de connaître la position et la vitesse de l'électron. Ce principe a alors invalidé le modèle de Bohr et la mécanique quantique va se substituer à la mécanique classique en définissant l'électron par son énergie et alors non plus par sa trajectoire, mais par sa probabilité de présence en un point de l'espace
au sein d'un nuage électronique. On ne va pas pouvoir situer avec précision l'électron, mais juste donner une probabilité de présence de l'électron en un point de l'espace. Et ce modèle, globalement, n'autorise plus la schématisation de l'atome, comme on a l'habitude de le faire avec les modèles de Rutherford et les modèles de Bohr. Pour remplacer le modèle de Bohr, il a alors été proposé un modèle quantique pour l'atome, régi par l'équation de Schrödinger, équation que je ne vous donne pas car son interprétation est délicate, mais qui est à la mécanique quantique ce que la relation fondamentale de la dynamique, somme des forces égale à m fois l'accélération, est à la mécanique classique. Sauf que c'est beaucoup plus complexe et que, en fait, c'est une équation fondamentale adaptée aux particules de masse très faible. Sa résolution, comme c'est marqué, permet d'obtenir des valeurs d'énergie accessibles à l'électron et les fonctions mathématiques pouvant régir le comportement de l'électron. L'énergie, l'équation de Schrödinger n'a de solution que pour certaines valeurs d'énergie. Donc on retrouve le fait que l'énergie est quantifiée. Et ces énergies sont appelées énergies propres. La résolution de l'équation de Schrödinger donne en fait un couple énergie, fonction mathématique décrivant le comportement de l'électron, et les fonctions associées sont appelées orbitales atomiques, notées OA, ou fonctions propres, et elles permettent d'accéder à la probabilité de présence de l'électron en un point de l'espace, mais pas à sa position exacte. Pour une valeur d'énergie propre, il est possible d'avoir plusieurs fonctions propres qui vérifient l'équation de Schrödinger. On parle de fonctions propres ou d'orbitales atomiques dégénérées. Ce terme dégénéré est un terme que l'on retrouvera dans les chapitres à venir. Alors, l'inverse n'est pas vrai. Pour une fonction propre donnée, il n'y a pas plusieurs valeurs d'énergie propre possibles, pas plusieurs valeurs d'énergie qui vérifient l'équation de Schrödinger. Allons voir les solutions de l'équation de Schrödinger. En commençant par les énergies propres. Les énergies propres dépendent de deux paramètres qu'on appelle les nombres quantiques principaux et secondaires. Donc, eux dépendent de n et de l. N, c'est le nombre quantique principal et c'est un entier non nul qui s'identifie au n qu'il y avait en fait dans le modèle de Bohr. L, c'est le nombre quantique secondaire et c'est un entier qui peut prendre la valeur de 0, mais dont les valeurs sont quantifiées. Les valeurs de L, une fois n fixées, varient par pas entier entre 0 et n-1. N, c'est en fait ce qui vous définit la couche. Alors la notion de couche, c'est quelque chose que vous aviez vu au lycée. En fonction des valeurs de n, on parle de couche K, L, M, N, couche qui correspondait en fait à différents niveaux énergétiques et dans lequel on allait placer les électrons d'éléments qu'on allait considérer. Ce modèle est en fait un modèle qui n'est pas assez fin, c'est un modèle qui est faux et qu'il va vous falloir abandonner. Dans le modèle quantique de l'atome, les énergies ne dépendent pas seulement du nombre n, mais de deux nombres quantiques n et l. En fait, la dépendance de l'énergie uniquement avec n n'est valable que pour un atome, l'atome d'hydrogène. Et c'est dû au fait qu'il n'est en fait qu'un électron. Dès qu'on a plusieurs électrons, l'énergie dépend de deux paramètres. Alors on va pas garder en tête le cas ultra particulier de l'hydrogène, mais plutôt étendre bien sûr les résultats de solution de l'équation de Schrödinger à tous les atomes. Et dans ce cas-là, on va parler de sous-couche et le couple NL définit une valeur d'énergie associée à une sous-couche. Alors les sous-couches, on les utilisera allègrement par la suite et on va utiliser un vocabulaire, une nomenclature particulière qui vient de la spectroscopie. Donc la nomenclature des sous-couches, c'est les sous-couches vont être décrites par une valeur de n suivie d'une lettre associée à la valeur de L. Et cette lettre, il va vous falloir la connaître. Cette lettre, c'est S si elle vaut 0, P si elle vaut 1, D si elle vaut 2 et F si elle vaut 3. On n'ira pas plus loin, on verra dans le chapitre suivant qu'ensuite on pourrait tout à fait définir, après ça suit l'ordre alphabétique, pour une valeur de L de 4, on a la sous-couche de type G, mais on verra dans le chapitre suivant qu'en fait, la sous-couche G va être trop haute en énergie pour pouvoir être accessible à un électron. Donc nous, on va parler uniquement dans ce cours de sous-couche S, P, D
et F. Alors, exemple de sous-couche, c'est-à-dire de niveau énergétique accessible à l'électron, l'énergie étant une énergie propre, solution de l'équation de Schrödinger. On va aller regarder les sous-couches possibles pour les valeurs de n, de 1, 2 et 3. Le travail ensuite peut s'étendre à 4, 5, 6, mais ne présente pas de difficulté. La quantification pour le nombre quantique secondaire L, qui varie par part entier entre 0 et n-1, impose que, prenons le premier cas, si n égale 1, nécessairement, L égale 0. Donc pour n égale 1, L est forcément égal à 0, et la sous-couche, il n'y en a qu'une, c'est une sous-couche 1s, associée à une énergie que je note ici, E10, reprenant les valeurs de n et de L. Donc c'est une sous-couche, la sous-couche 1s, avec une énergie donnée. Si n égale 2, L variant par part entier entre 0 et n-1, il peut cette fois valoir soit 0, soit 1. Si L égale 0, eh bien on parle de la sous-couche 2s, qui est un niveau d'énergie accessible à l'électron. Et si L égale à 1, on va parler de la sous-couche 2p, qui est un autre niveau énergétique accessible à l'électron. On a beau avoir ici la même valeur de n, 2, eh bien on a deux valeurs de L différentes, 0 ou 1, qui vont nous définir deux niveaux d'énergie différents accessibles à l'électron. Si n égale 3, cette fois, les valeurs de L peuvent être 0, 1 ou 2. Ceci nous permet de définir les sous-couches 3s à un niveau d'énergie, 3p à un autre niveau d'énergie, et puis 3d à encore un autre niveau d'énergie. Alors remarquez quelque chose d'important. Du fait de la quantification du nombre quantique L par rapport aux valeurs de n, il n'existe pas de sous-couche 1p et il n'existe pas de sous-couche 1d ou 2d. Et puis c'est pareil avec les f, avec la sous-couche f, mais qui ne peut apparaître qu'à partir de la valeur de 4 pour n. Il n'existera pas donc de sous-couche 1f, 2f, 3f. Alors ces sous-couches, on apprendra dans le chapitre suivant à les classer par ordre énergétique. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que vous travaillez sur la nomenclature de ces sous-couches et qu'en fonction des valeurs de n et l, eh bien, vous sachiez donner le code correspondant à la sous-couche. Donc ici, on a travaillé sur les sous-couches 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Intéressons-nous maintenant aux fonctions propres ou orbitales atomiques OA, qui sont donc les fonctions mathématiques, solutions de l'équation de Schrödinger, qui vont pouvoir décrire le comportement de l'électron, et c'est à partir d'elles qu'on va pouvoir déterminer la probabilité de présence des électrons en un point de l'espace. Les orbitales atomiques dépendent de trois paramètres, qui sont trois nombres quantiques. On va retrouver le nombre quantique principal n, le nombre quantique secondaire L, donc toujours avec la même quantification, et on introduit un troisième nombre quantique, M, appelé nombre quantique magnétique, qui est un entier relatif, c'est-à-dire un entier, mais pour en prendre des valeurs négatives. Les valeurs de M sont également quantifiées, et elles dépendent des valeurs de L. M, ça va varier par part entier entre moins L et plus L. On va faire un peu le même travail que ce qu'on avait fait 2 diapositives précédentes sur les sous-couches. On va déterminer dans les sous-couches dont on avait parlé les orbitales atomiques qui existent. Donc je reprends les différentes sous-couches que l'on a déterminées il y a 2 diapositives. Et on va s'intéresser à la première ligne. Donc n égale 1, L égale 0, c'est la sous-couche 1s. Si L égale 0, eh bien M, d'après sa quantification, puisque ça varie entre moins L et plus L par part entier, M ne peut valoir que 0. L'orbitale atomique qu'il y a dans la sous-couche 1s, eh bien il n'y en a qu'une, puisqu'il n'y a qu'une seule valeur de M ici, et c'est l'orbitale atomique 1s, donc, qui est au niveau énergétique de la sous-couche 1s. C'est exactement la même chose au niveau de la sous-couche 2s. Il n'y a qu'une orbitale atomique, qu'on appelle orbitale atomique 2s, puisqu'il n'y a qu'une valeur de M possible. Ligne d'après, pour la sous-couche 2p, donc on a n égale 2, L égale 1, et si L égale 1, M peut prendre les valeurs moins 1, 0 ou plus 1. Donc pour une sous-couche 2p, on a en fait 3
orbitales atomiques dégénérées, c'est-à-dire 3 fonctions mathématiques différentes qui peuvent décrire un électron d'une énergie donnée, l'énergie de la sous-couche 2p. Ces 3 orbitales atomiques, on les note souvent 2p-1, 2p0 et 2p1, rappelant donc les différentes valeurs de m possibles. Alors ça c'est général, pour une sous-couche 2p, on aura toujours 3 orbitales atomiques dégénérées, puisque pour une sous-couche de type p, L est forcément égale à 1, donc m peut prendre 3 valeurs, ce qui va nous définir 3 fonctions mathématiques différentes pouvant décrire l'électron. C'est général aussi pour les sous-couches S, on a toujours une seule orbitale atomique, on l'a déjà vu pour 1s et 2s, et puisque pour les sous-couches S, L égale 0, m ne peut prendre que la valeur de 0, et donc on a une seule orbitale atomique par sous-couche S. Sous-couche 3p, maintenant, le travail est exactement pareil que pour la sous-couche 2p, il n'y a que la valeur de n qui change, mais la valeur de L étant la même 1, eh bien on a 3 valeurs possibles pour m, ce qui nous définit 3 fonctions propres, donc 3 orbitales atomiques dégénérées, 3p-1, 3p0, 3p+1. Pour une sous-couche de type D, donc la première sous-couche de type D, c'est la sous-couche 3D, L est égale à 2, et donc m peut prendre 5 valeurs possibles, -2, -1, 0, 1 et 2. La conséquence de cela, eh bien, c'est que par sous-couche de type D, on a 5 orbitales atomiques dégénérées. Ici, pour la sous-couche 3D, les orbitales 3D-2, 3D-1, 3D0, 3D1, 3D2. Alors, on pourrait faire exactement le même travail avec des sous-couches de type F. F, ça correspond donc à une valeur de L égale 3. Si L égale 3, on a 7 valeurs accessibles à M. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Et donc, pour toutes les sous-couches de type F, on a en fait 7 orbitales atomiques dégénérées. Maintenant, essayez de donner une représentation des orbitales atomiques. Les orbitales atomiques, ce sont des fonctions propres, donc des fonctions mathématiques solutions de l'équation de Schrödinger, et on va utiliser le résultat de calcul informatique poussé sur les probabilités de présence, en commençant par les orbitales de type ns, c'est-à-dire les orbitales atomiques des sous-couches pour lesquelles L égale à 0. Alors voici la courbe d'isodensité, c'est-à-dire l'enveloppe sur laquelle on a en chaque point une probabilité de présence identique de trouver un électron. Ici, en surface de cette sphère, on a une probabilité de présence constante pour un électron. À partir de la forme de cette courbe d'isodensité, on représente usuellement les orbitales atomiques ns par des boules. Alors selon les conventions, ici avec des ronds pleins, vides ou avec des plus. Alors l'origine de ce plus étant qu'une fonction propre de type S est toujours positive. Alors ça je vous le montre pas, puisque nulle part je ne vous donne l'expression mathématique de la fonction, qui est trop compliquée, mais elle est toujours positive. Donc voilà comment on représente les orbitales S. Cette représentation en boule, on va associer des rayons pour ces orbitales. Le rayon d'une orbitale atomique, c'est la distance électron-noyau la plus probable. Et ce rayon, il augmente quand n, le nombre quantique principal, augmente. Ainsi, la distance électron-noyau la plus probable pour un électron décrit par une orbitale atomique 1s sera beaucoup plus petite que la distance électron-noyau la plus probable pour un électron décrit par une orbitale atomique 2s, etc., etc. Autrement dit, un électron décrit par exemple par une orbitale 3s a toutes les chances d'être plus éloigné du noyau qu'un électron décrit par une orbitale 1s. A toutes les chances, c'est-à-dire que c'est probable selon la mécanique quantique, mais ce n'est pas non plus certain, car on ne sait pas situer la position exacte de l'électron. Encore une fois, on ne raisonne plus qu'en termes de probabilité de présence de l'électron. Un travail analogue pour les orbitales de type NP. On n'évoquera pas ensuite les représentations des orbitales de type DF, on se limitera à S et P. Voici la courbe d'isodensité pour une orbitale P. Sur l'enveloppe de cette structure à double lobe, la probabilité de présence d'un électron est la même. Alors on remarque tout de suite que la représentation diffère de celle pour les OA de type S, et d'une symétrie sphérique pour les OA de type S, on passe à une symétrie cylindrique pour les OA de type P. Très difficile à interpréter de situer l'électron dans ce type de représentation.
Alors ce que je veux par contre vous dire, c'est que la forme d'une orbitale atomique, ça dépend du nombre quantique secondaire L. Donc les formes et les symétries sont différentes pour les orbitales S et pour les orbitales P, et elles sont également différentes pour les orbitales D, pour les orbitales F, etc., etc. On définit sur les orbitales de type P un plan nodal, qui est un endroit où l'électron n'a aucune chance de se trouver. Et à l'intersection des deux lobes d'une orbitale P, l'électron a une probabilité de présence égale à 0. À partir des courbes d'isodensité, on a diverses représentations des orbitales de type P en fonction des conventions, mais on a toujours deux lobes, soit de couleurs différentes, soit de signes différents. Ça provient du fait que la fonction propre, donc la fonction mathématique, est de signes opposés des deux côtés du plan nodal. Dernier point sur cette diapositive, de manière analogue aux orbitales S, la taille des orbitales P augmente encore quand N augmente. Là, je ne parle pas de rayon, mais de taille. On aurait du mal à définir un rayon d'une orbitale, étant donné la forme de la courbe d'isodensité pour les orbitales de type P. Les orbitales de type P, un rappel des diapositives que l'on vient de voir. Par définition, L égale 1, et donc M peut prendre 3 valeurs, ce qui nous définit par sous-couche NP, 3 orbitales dégénérées, NP-1, NP0, NP plus 1. En orientant l'espace avec les axes X, Y et Z, je vais pouvoir représenter ces 3 orbitales. Donc la première, portée par l'axe Z, c'est l'orbitale NPZ. L'orbitale portée par l'axe Y, c'est l'orbitale NPY. L'orbitale portée par l'axe X, l'orbitale NPX. Les orbitales P ont effectivement une orientation dans l'espace et une orientation différente pour les 3 orbitales dégénérées. En fait, l'orientation d'une orbitale, ça dépend de la valeur du nombre quantique magnétique M. Or, si M est toujours égal à 0 pour les OA de type S, donc pas d'orientation, M peut valoir -1, 0 ou plus 1 pour les OA de type P, et les 3 orbitales NP-1, NP0, NP plus 1 ont 3 orientations différentes. Une est orientée selon l'axe X, une autre selon l'axe Y, une autre selon l'axe Z. Alors comme j'oriente mon espace un petit peu comme je veux, il n'y a pas de correspondance entre par exemple -1 X, 0 Y, 1 ou Z, ça dépend du choix que j'ai fait pour mes axes. Mais une correspond à la NPX, l'autre à la NPY et la dernière à la NPZ. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chapitre ? Au niveau du grand 1, j'ai présenté donc un historique sur la modélisation de l'atome et la structure atomique de la matière. L'historique, c'est pour votre culture générale. Il n'y a rien d'exigible dessus. La structure atomique de la matière, alors qui correspond en fait à des rappels de lycée ponctués de petites choses sporadiquement nouvelles, ça c'est quelque chose de fondamental. Au niveau de la partie grand 2, je vous demande de comprendre le grand 2. J'introduis différents concepts dont on se sert ensuite, des concepts dont vous avez déjà entendu parler, mais aucune connaissance directe est exigible, mais il faut avoir compris de quoi on parlait. Dans la partie grand 3, ayez en tête qu'un électron est défini par son énergie et par une orbitale atomique, qui est une fonction mathématique qui a à voir avec la probabilité de présence d'un électron, c'est-à-dire la probabilité de trouver l'électron dans un endroit donné. Une chose de fondamentale, c'est la quantification des nombres quantiques et la nomenclature des orbitales atomiques. Donc j'ai passé du temps sur 2-3 diapos qui parlaient de cette quantification et la nomenclature des orbitales atomiques, donc nomenclature des sous-couches et des orbitales atomiques. Il faut que vous ayez compris comment ça marche. On réutilisera allègrement dans les cours à venir ces notations. Et je vous demande également d'avoir en tête la représentation des orbitales S et P. Je m'en servirai également par la suite. Donc à la fin de chaque chapitre, je terminerai par ce genre de diapositive, ce qu'il faut retenir, que j'ai détaillé à l'extrême pour ce premier chapitre. Je détaillerai un petit peu moins pour les chapitres à venir, mais ça vous permettra de cibler les points importants sur lesquels il vous faut porter votre travail.